Bonjour à tous. Je sais que certaines personnes sont en transit, donc je vais introduire tranquillement. Ça vous laissera le temps de vous installer ou de partir. Donc, je suis Cécile Desaunay, comme Laetitia vient de le dire. Je travaille pour un think tank qui s'appelle Futurible et j'ai notamment écrit un livre sur la déconsommation. Mais on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de l'obsolescence de la planète Terre. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas trop anxiogène en démarrage. En tout cas, moi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit « Ouh là là, de quoi va-t-on parler ?» Mais en fait, en y réfléchissant, je pense que c'est effectivement un excellent sujet. Je vais l'introduire rapidement et puis je laisserai Grégory ensuite compléter. Alors, pourquoi c'est un bon sujet? Parce que j'ai l'impression quand même que quand on parle d'obsolescence, on a souvent tendance à l'incarner finalement avec des objets ou des secteurs forcément très concrets et très proches de nous, consommateurs ou citoyens. Les objets du quotidien, notamment ceux sur lesquels App a travaillé, que ce soit l'imprimante ou le téléphone dont on a beaucoup parlé dans la table ronde précédente. Et effectivement, il y a des enjeux autour de ces biens et de ces secteurs. En revanche, on a moins souvent en tête les enjeux tout aussi énormes, voire encore plus énormes, qui concernent d'autres secteurs. Donc, c'est ceux dont on va parler maintenant, donc des petits secteurs comme la mobilité, le bâtiment ou encore le spatial. Et donc, je trouve ça intéressant de décaler le regard, de dézoomer un tout petit peu et effectivement de s'interroger sur la manière dont ces secteurs eux-mêmes sont concernés par des processus peut-être un petit peu plus complexes d'obsolescence et en tout cas des questions de durabilité et de comment on renouvelle un certain nombre d'équipements dans un contexte de transition. On va y revenir. Et donc là, l'idée, c'est justement d'aborder ces secteurs-là. Alors, le programme va être chargé, puisqu'il y a 5 intervenants. Grégory, peut-être que je peux te donner la parole en premier pour que justement tu nous plantes un petit peu le décor de manière pas trop pessimiste quand même, mais sur pourquoi finalement il y a cet enjeu et pourquoi on se pose cette question de l'obsolescence de la Terre, en gros, comment on la raccroche aussi aux problématiques peut-être qu'on a vues avant. Je te laisse. Bonjour à toutes et à tous. Ah, j'ai l'impression qu'on entend mieux là sur ce micro ou pas? Vous entendez bien? Ça va. Oui, alors très rapidement, si on rebrosse un portrait, si on regarde les indicateurs environnementaux, globalement, à part le trou dans la couche d'ozone qui se résorbe dû à un protocole international parce que c'était pas extrêmement compliqué comme sujet, on n'a aucun des indicateurs qui est dans le bon sens. Et donc très rapidement au niveau du climat, on part sur une planète à 4 degrés aujourd'hui, plus 4 degrés à la fin du siècle. 4 degrés, c'est une planète inhabitable dans beaucoup d'endroits. Donc c'est des phénomènes migratoires énormes. Les engagements aujourd'hui des États à la suite des COP nous amènent sur une trajectoire déjà à 3 degrés. Ça, c'est les engagements. Les engagements ne sont pas tenus. Donc on va globalement à 4 degrés, voire 5 degrés en 2050, d'après certains rapports de groupes pétroliers qui ont fuité. Donc là, c'est un monde complètement différent. À moins 5 degrés, c'est une ère glaciaire. Donc à plus 5 degrés, c'est pas... alors il y a un biais très fort dans le sujet du climat, c'est qu'on associe ça forcément à de la météo, à de la température qu'on ressent sur les cartes météo. Et c'est pas du tout ça. C'est une nouvelle ère climatique qu'on n'a jamais connue en tant qu'humain. La dernière fois qu'il y avait autant de CO2 dans l'atmosphère, c'était il y a 3 millions d'années. On n'était pas là. On était loin d'être là. Donc on rentre dans un monde incertain au niveau climatique, dont va y avoir des grandes perturbations au niveau des phénomènes météo, baisse des rendements agricoles, maladies émergentes et phénomènes migratoires très forts. Donc on y va, clairement. Ça, c'est un sujet, le climat. C'est un sujet parmi énormément de sujets au niveau environnemental et au niveau social. Il y a bien sûr l'effondrement de la biodiversité, du vivant. Ça, c'est une assurance vie pour nous, parce que ça nous donne des services écosystémiques gratuits qu'aucune technologie pourra remplacer. Alors on pourra apporter des petites solutions, mais c'est tellement fondamental dans nos civilisations, dans nos sociétés, ce que nous apporte le reste de la nature. Je ne vais pas dire la nature, parce que du coup, on s'en exclut si on dit la nature. Et puis il y a le sujet des ressources, donc les ressources essentiellement énergétiques et fossiles. On a 83% aujourd'hui de l'ensemble de notre énergie primaire qui provient des énergies fossiles, donc double sujet puisque ça cause un dérèglement climatique et ça s'appauvrit. Donc on a passé déjà le pic sur le pétrole conventionnel en 2006 et globalement toutes les autres énergies fossiles et également les métaux, les minerais, les terres rares qu'on utilise pour les nouvelles technologies, pour
pour les énergies renouvelables, suivent le même processus, c'est-à-dire que c'est des stocks finis, donc on les utilise de plus en plus et à un moment donné, ça devient de plus en plus compliqué, il faut mettre de plus en plus d'argent, il faut aller les chercher de plus en plus loin, donc la production diminue. Et l'utilisation de cette énergie et des minerais, qui est extrêmement liée, est complètement corrélée à la croissance économique. Si on regarde le PIB, ça suit exactement l'énergie. Donc si on a une décroissance énergétique fatale, puisque thermodynamiquement, on ne va pas y échapper, on va avoir une décroissance énergétique. Et alors, un des sujets, c'est que toutes les aides sociales, toute la partie sociale des États est liée à l'économie, à la croissance économique. Donc les conséquences sociales vont être terribles, sachant qu'elles sont déjà terribles pour énormément de personnes sur la planète, et qu'on n'a pas tous, bien sûr, la même responsabilité dans cette situation, puisque certains pays et certaines personnes au sein des pays captent énormément d'énergie, de ressources, et donc ont une puissance économique, et donc ont une capacité de destruction bien supérieure à d'autres. Donc il y a une inégalité très profonde dans le système dans lequel on est, qui, donc de par la complexité qu'il a créée, il est tout à fait possible qu'il soit amené à s'effondrer. Donc vous connaissez peut-être les théories de l'effondrement, la collapsologie. Donc c'est une possibilité, c'est une hypothèse de plus en plus sérieuse, comme quoi dans les années à venir, on va vivre un moment assez court de notre histoire, dans lequel des événements vont s'enclencher. Et comme c'est très complexe, ça résiste très bien au début, et ensuite il y a des seuils qui sont franchis, et dans un petit laps de temps, on revient à des systèmes plus simples. Et donc c'est ce qu'on appelle un effondrement, mais c'est théorisé depuis les années 70 avec le Club de Rome, le rapport Meadows. Et donc les conséquences, la partie sociale doit être gérée sur quelques années. Comment on fait pour répondre à ça? Donc, juste pour finir, parce que je pense que mon temps est déjà presque écoulé, hein. Ça va? Bon. Moi, je ne pense pas que c'est pas la planète Terre qui est obsolète, c'est nous. C'est nous qui sommes obsolètes par rapport à l'environnement dans lequel on est. On n'est plus adapté. Si vous voulez, dans les crises d'extinction de masse, les espèces s'adaptent ou pas à des phénomènes externes. Là, nous, on est en train de créer une crise majeure, comme le vivant en a très peu connu, une crise d'extinction de masse des espèces, et c'est nous qui la créons. Donc c'est nous-mêmes qui ne sommes pas adaptés, c'est nous qui sommes obsolètes. Quand je dis nous, les humains, c'est un modèle de développement, de civilisation occidentale, prédatrice, qui n'est pas adapté à la planète sur laquelle on vit. Merci beaucoup. Alors, vous m'entendez bien du coup parce que le micro a l'air moins efficace, ça va? Oui, je le repasserai. Donc là, on va quand même essayer de discuter un tout petit peu des solutions qui peuvent être envisagées pour être moins obsolètes et pour qu'un certain nombre de secteurs adaptent leurs activités justement et soient plus durables. On va commencer par le secteur de la mobilité. Donc on a deux représentants de ce secteur. Et pour planter un tout petit peu le décor, moi ça me frappe toujours ce secteur parce que, en tout cas à l'échelle française, mais le constat est le même à l'échelle européenne, le secteur des transports, donc c'est en gros un tiers des émissions de gaz à effet de serre, et c'est finalement un des seuls secteurs qui n'a pas réussi, ne serait-ce que diminuer un tout petit peu ses émissions. D'accord, elles sont stables. Alors même qu'on a l'objectif de neutralité carbone qui se rapproche. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que sur lequel on va revenir, c'est que justement, face à cet objectif de neutralité carbone, on se dit, du coup, la solution, c'est le véhicule électrique, avec toutes les limites qu'on connaît maintenant et qui sont beaucoup débattues en ce moment. Mais de fait, pour passer au véhicule électrique, c'est une transition qui implique de renouveler complètement le parc automobile. Donc là, on est vraiment au cœur de la problématique de, à un moment, on va se débarrasser de tous les véhicules thermiques, tôt ou tard, pour les remplacer par des véhicules électriques. Donc avec un enjeu en termes de ressources qui, lui, est assez peu pris en compte. Et là, de fait, donc, je vais donner la parole à Arnaud, puisque là, c'est le principe, c'était le fondement de l'entreprise que tu as créée. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, avec tes mots, cet enjeu et comment vous essayez d'y répondre chez Rêve Mobilities? Vous m'entendez? Ouais. Comment? Vous m'entendez bien? Oui, je pense. Ouais. Donc, alors, pour replacer le contexte, tu as parlé d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, il faut être conscient de quelque chose, c'est qu'on part quand même d'un acquis. Hein. On a une société qui a été construite pendant des dizaines d'années, qui a permis une expansion, qui a permis aussi de faire
beaucoup de bonnes choses, mine de rien, sur l'espérance de vie, sur la qualité de vie, alors qu'on est en train de dégrader de plus en plus, et c'est l'enjeu. Hein. Sur les mobilités, il faut se rendre compte que sur les 450 millions de tonnes de CO2 qui sont émises par la France chaque année, le transport est responsable de 130 millions. Et sur ces 130 millions, 90 millions, c'est la voiture. Donc les 32 millions de voitures qu'il y a en France émettent 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est gigantesque. 20%, c'est le plus gros poste. Après, il y a le camion, il y a le transport lourd, il y a la logistique, mais c'est vraiment la voiture qui est le plus gros émetteur. Or, la voiture, elle est diesel ou essence. Il n'y avait pas trop d'alternatives jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Et aujourd'hui, il y a ce phénomène d'énergies alternatives que sont le GPL, que sont des biocarburants, mais aussi l'électricité, surtout si l'électricité est décarbonée. Donc, un véhicule électrique n'est pas qu'une mauvaise chose, c'est aussi une bonne chose parce que déjà, ça permet d'avoir des véhicules sans émissions. Donc, c'est-à-dire que si on transformait ces 32 millions de véhicules qui sont le stock actuel de véhicules en France ou sur les 45 millions de véhicules qu'il y a, c'est déjà si on les décarbonait par du neuf et par de la réparation ce qu'on appelle du rétrofit de véhicules, ce que je fais. Donc, le rétrofit, c'est changer un moteur essence ou diesel d'un véhicule qui est déjà construit et de le transformer en électrique avec des batteries plutôt sobre parce qu'on a un espace contraint, donc on ne met pas des batteries en veux-tu en voilà pour avoir 800 km d'autonomie alors qu'on n'a pas besoin de le faire quotidiennement, ou à pile à combustible dont la solution la plus connue est l'hydrogène, donc qui permet d'avoir des véhicules sans émissions et qui fonctionne en fait avec de l'eau qu'on a coupée en deux et qui devient après de l'électricité quand on remet de l'oxygène avec l'hydrogène. Donc ça permet d'avoir des véhicules sans émissions, et d'avoir des véhicules sans émissions, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est le meilleur moyen de baisser ces 20% des émissions françaises, puisqu'on a un rapport de l'ADEME qui a montré, qui est sorti il y a un an, qui a montré en fait le bénéfice écologique du rétrofit, au-delà du bénéfice de l'économie circulaire que ça représente, parce qu'on est vraiment dans l'économie circulaire, on évite de gâcher des châssis, on évite de gâcher des produits, de refaire des sièges pour rien, on aura toujours besoin de pneus pour avancer, mais on évite de gâcher quelque chose qui est en très bon état pour pouvoir continuer, surtout s'il y en a des millions. C'est peut-être pas toute la totalité, mais c'est des millions. Donc l'ADEME a fait une étude qui est assez éloquente. Si vous prenez un véhicule diesel qui est fait pour durer 20 ans, 25 ans, mais dont la faiblesse est le moteur, alors que le châssis est fait pour durer 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce qui est la durée de vie d'un produit s'il n'y a pas une obsolescence trop programmée, et bien en fait, si vous le transformez à mi-vie, donc au bout de 10 ans, pour les 10 années supplémentaires en électrique, malgré le fait que vous ayez à mettre des batteries et donc le travail, le poids de carbonation, de créer les batteries et de créer le moteur pour le rétrofit, vous économisez de plus de 66% les émissions de gaz à effet de serre du puits à la tombe du véhicule, parce que vous économisez un châssis. Et le châssis, c'est quand même la chose la plus grosse dans un véhicule. Il y a des batteries aussi. Mais il y a aussi l'utilisation du diesel ou de l'essence pendant toute la vie du véhicule. Et donc 66% de réduction de gaz à effet de serre, ça fait dire que ces 20% qu'on représente, si on fait 2 tiers de moins, on se retrouverait qu'avec 6% d'émissions de gaz à effet de serre dues aux voitures. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire moi en créant en fait ma société, mais surtout j'ai créé avant ça le cadre réglementaire pour le faire, parce qu'il faut savoir que changer un moteur en France était interdit depuis 1954 sans l'autorisation du constructeur. Or il y a des constructeurs qui ne l'autorisaient pas nécessairement, puis ils préféraient sans doute vendre des véhicules neufs ou de réparer des véhicules diesel, parce que c'est aussi beaucoup d'emplois en France de l'automobile. Et donc le rétrofit, il a fallu créer un cadre réglementaire. Donc j'ai créé l'association du rétrofit, de l'industrie du rétrofit, parce que là on parle de trucs industriels. Si on doit changer 10 millions de véhicules ou 3 millions ou 2 millions et participer à la décarbonation, c'est de l'industrie. Donc on n'est pas des petits garagistes qui faisons un truc dans notre coin et qui bidouillons. On est vraiment là pour faire une supply chain et faire en sorte que ça dure 15 ans, 20 ans, parce que toute année supplémentaire économisée, c'est une année de décarbonation en plus. Et ça, c'est un véhicule qui durait 20 ans. S'il dure 23 ans, vous avez gagné 3 ans. Mais 3 ans par rapport à 20 ans, c'est quand même quelques pourcentages. Donc c'est 15% d'économiser en plus. Donc vous imaginez la somme de ces 15%, ça permet de décarboner et donc d'atteindre
ce fameux seuil de décarbonation qu'on doit avoir si on veut limiter à uniquement 1,5 degré l'augmentation de la température de la Terre, il faut que nous, on passe de 450 millions de tonnes à 90 millions de tonnes, tout confondu. Et nous, on peut y contribuer à hauteur de plus de 70 millions de tonnes. Et c'est ça qui est extraordinaire, avec le neuf, avec des énergies alternatives, et aussi par le fait de donner une deuxième vie à des véhicules qui sont en très bon état pour le faire. Quand on parle de 45 millions de véhicules, on parle de quelque chose de massif. Et donc Rev Mobilities intervient sur des voitures anciennes, c'est une niche, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a 1 200 000 en France, donc on parle quand même d'un gros paquet de voitures. Sur les utilitaires, 6 millions d'utilitaires en France, dont, alors avec l'effet des ZFE, plus de 80% ne pourront plus circuler dans les grandes villes. Donc Paris ne pourra plus être servi par les utilitaires qui ont été achetés par des artisans, qui ont été achetés par des entreprises et qui durent 15 ans, 20 ans, 25 ans, sur lesquels en plus ils ont mis des aménagements pour nous servir. Et c'est une vraie problématique. 6 millions de véhicules, en fait, nous, on a la réponse immédiate. Et imaginez 600 000 camions, 90 000 bus qui sont pour la plupart diesel, des autobus qui emmènent nos enfants, qui nous emmènent dans les villes, parce que ce sont des véhicules qui sont là pour un usage bien particulier. En fait, de les décarboner, c'est une opportunité qu'on a faite aujourd'hui avec le Retrofit et avec Rev Mobilities. J'espère décarboner au maximum. D'ailleurs, c'est pas pour rien que mon slogan ou mon hashtag, c'est Decarbonate Now, parce qu'on peut agir maintenant et on peut le faire massivement aujourd'hui. Peut-être en complément rapide, il y a aussi un enjeu, mais qui ne dépend pas de vous, sur la durabilité, la durée de vie des batteries, qui est complexe, qui va être l'étape d'après. De qu'est-ce qu'on fait quand la batterie ne fonctionne Alors, plus. De toute façon, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle. Il y a tout pollue pour être construit ou tout pollue même pour décarboner. Après, il faut voir aussi l'effet nocif du pétrole et de l'extraction du pétrole pour les populations, pour les terres et pour les pays. C'est pas quelque chose de vert, on le saurait. Les batteries, en fait, aujourd'hui... Ce qui est compliqué dans les batteries, c'est qu'on mélange un peu tout entre la batterie du petit truc qu'on a acheté made in China, dont on n'a pas besoin, et la batterie d'un véhicule. C'est déjà pas pareil. Les batteries de véhicules sont des batteries extrêmement sécurisées, extrêmement normées et extrêmement recyclées. On en est déjà aujourd'hui, alors que l'électrique a maintenant 15 ans, 10 ans maintenant d'industrie. On est déjà à 95% de recyclage. On va aller vers 99, 100%, j'espère 100% dans les prochaines années. Donc tout ce qui est dans une batterie sera recyclé. Mais déjà, ça c'est vraiment à la fin de vie de batterie. Dans l'automobile, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on crée plein de batteries, mais ces batteries, elles sont faites pour se mouvoir, c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, quand elles sont à 80% de capacité, c'est ce que vous vivez avec votre iPhone, quand la batterie commence à être faible, le téléphone fonctionne moins. Donc la batterie, elle est recyclée de l'iPhone. Nous, en fait, on la recycle, mais dans ce qu'on appelle le fermage ou le stockage d'énergie. C'est-à-dire que si vous mettez votre batterie que vous aviez dans votre véhicule, vous la mettez chez vous sous un panneau photovoltaïque, vous avez de l'électricité gratuite qui peut être monitorée pendant 6, 7, 8 ans, 9 ans supplémentaires et donc se servir jusqu'au bout de la vie de la batterie avant qu'elle soit recyclée. Et en fait, la batterie, elle dure 20 ans aujourd'hui, quand elle est utilisée de manière très intelligente et qu'elle n'est pas juste jetée dans la nature. Bon, tout va bien alors. Tout va bien, il faut faire en sorte que tout aille bien. Ouais. Alors, je cherche une prochaine victime. Alors, si on reste sur le secteur de la mobilité, il y a quand même une autre partie de la voiture qui a une durée de vie limitée. Je me tourne vers mon voisin de gauche, c'est le pneu. Alors, juste pour dire 2 mots, donc vous allez le redire, mais Michelin, effectivement, c'est les pneus. Mais Michelin, c'est aussi beaucoup d'innovations, justement, pour repenser les modèles économiques. Vous allez le réexpliquer, mais je pense que c'est bien d'avoir cet angle-là sur, en gros, comment vos réflexions sur le pneu s'inscrivent dans vos stratégies plus globales pour repenser les modèles économiques. Oui. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a plusieurs leviers quand on réfléchit à l'impact environnemental du pneu pour l'améliorer. D'abord, le premier, c'est la durée de vie, comme vous l'avez dit. Ça fait très longtemps que, de toute façon, Michelin s'est engagé pour augmenter la durée de vie de ses produits. Quand on regarde en fait ce qu'on a fait dans le passé, Michelin était quand même l'inventeur du pneu radial. Je ne vais pas remonter quand même il y a très longtemps, mais dans les années 40, Michelin réfléchissait déjà à se dire comment est-ce que je peux allonger la durée de vie des produits. Et dans les années 40, l'invention du pneu radial, c'était justement d'améliorer un produit qui durait pas longtemps, qui souvent avait des performances très faibles. Et quand on a introduit le pneu radial, on a à l'époque doublé, voire triplé la durée de vie des produits. Et ça a continué.
en fait. Donc, alors pourquoi on a continué dans cette voie-là? Parce que quand on regarde l'impact environnemental du pneu, le premier impact, il est pendant la phase d'usage. Alors, dans la phase d'usage, parce que le pneu est utilisé sur une voiture. Alors, il est utilisé aujourd'hui sur une voiture qui émet du CO2. Donc, on a un fort impact lié à cette émission de CO2 et au fait que le pneu consomme une partie de l'énergie de la voiture. Donc, environ 1 plein sur 5 dans votre voiture aujourd'hui est consommé par le fait que les pneus, quand ils se déforment, ils consomment de l'énergie. Et c'est pour ça que Michelin a travaillé sur la réduction de cette force finalement qui est consommée par les pneus depuis les années 90 avec l'introduction des premiers pneus verts. Vous voyez, dans les années 90, on se souciait assez peu en général à l'extérieur des messages autour du CO2. Et pourtant, dès ces années-là, Michelin a travaillé pendant plus de 10 ans pour réussir à introduire de la silice dans ces mélanges et réduire de façon drastique l'efficacité, enfin améliorer l'efficacité énergétique de ces produits. Et puis, par la même occasion, on travaillait aussi pour continuer à allonger la durée de vie des produits en mettant moins de matière. Parce que là, ça avait un double bénéfice, bien sûr, c'est on extrait moins de matière, bien sûr, de la terre, et puis ça avait un bénéfice aussi pour l'énergie consommée, parce qu'il faut cuire un pneu. Et donc, pour cuire un pneu, il faut le mettre dans une presse, et cette presse, elle consomme de l'énergie. Et donc, moins vous mettiez de matière dans le pneu, plus cette cuisson était rapide, et moins vous aviez besoin d'énergie. Et donc, cette réflexion, elle était sur amener plus de longévité avec moins de matière. Et ça a eu des bénéfices très importants parce que entre 2010 par exemple et 2020, on a réussi à diminuer par 10% la masse, alors c'est en moyenne sur tous les produits vendus, de 10% la masse à isoperformance des produits. Donc ça, c'était un effort très important parce que effectivement, l'impact le plus important, il vient de l'usage. Le deuxième impact le plus important, parce que même quand on passera à l'électrique, l'électricité, elle vient aussi d'énergies qui ne sont pas renouvelables aujourd'hui. Et donc, on va continuer à finalement émettre du CO2 pour alimenter des véhicules électriques. Le deuxième impact, c'est les matériaux qu'on utilise. Alors, cet impact-là, il est variable suivant le type d'application. Mais sur un pneu tourisme, à peu près, c'est de l'ordre de 15 à 16% de l'impact environnemental qui vient de l'extraction des matières. Et là aussi, on s'est engagé dans une démarche en se disant comment on peut remplacer les matériaux fossiles par des matériaux qui soient des matériaux soit biosourcés renouvelables. Dans les exemples, on a par exemple de déchets de bois aujourd'hui qui sont utilisés pour faire du biobutadiène. Et le biobutadiène, c'est un des composants des élastomères synthétiques qu'on utilise dans les pneus, ou bien des matériaux recyclés. Et un deuxième composant en matériaux recyclés, c'est le styrène qu'on va extraire, là, cette fois-ci, des polystyrènes. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des pots de yaourt, par exemple, ou des emballages alimentaires que vous trouvez aujourd'hui dans l'industrie, sont faits en polystyrène. Aujourd'hui, le polystyrène n'est pas recyclé. On ne sait pas recycler le polystyrène. Grâce à certaines innovations, en particulier des sociétés partenaires avec lesquelles Michelin travaille, on a découvert des moyens, via de la pyrolyse, pour recycler le polystyrène et recréer des styrènes qui sont très purs. Et ces styrènes, on peut les combiner justement avec le biobutadiène pour créer des élastomères durables. Voilà. Et on a tout un tas de pistes comme ça pour recycler les pneus en fin de vie aussi, avec des technologies, là aussi, qui nous permettent d'accéder à des matériaux, comme par exemple du noir de carbone recyclé, qui sont beaucoup plus purs que ce qu'on savait faire jusqu'à présent. Et puis on récupère aussi des huiles et du métal qu'on est capable de réincorporer dans les pneus. Et tout ça nous permet aujourd'hui d'imaginer que d'ici 2030, on va être capable de mettre 40% de matériaux durables dans nos pneus, au lieu de 29% aujourd'hui. Et notre ambition, c'est d'atteindre 100% en 2050. Alors 2050, c'est assez loin, mais on travaille pour accélérer le plus possible l'introduction de ces matières-là dans les pneus. Alors là, je repose ma question sur le modèle économique. Oui. Parce qu'on a envie de se dire, si on est un peu cynique, mais finalement, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des pneus qui durent plus longtemps, avec des matériaux plus durables, mais qui potentiellement coûtent plus cher? Donc quel est le modèle économique derrière? Comment ça fonctionne finalement? Alors ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que dans certains domaines, en particulier dans le poids lourd, dans l'avion, on est passé sur un modèle d'économie linéaire, un modèle d'économie fonctionnelle, où en fait on ne vend plus des pneus. Et finalement, les pneus souvent appartiennent à Michelin, et les pneus sont loués via des contrats, en fait, des sociétés via des contrats de maintenance.
aux opérateurs. Alors c'est le cas par exemple avec MyFleet, par exemple dans le cas du poids lourd, où en fait les pneus, les carcasses appartiennent à Michelin, mais c'est aussi le cas depuis plus de 20 ans dans les compagnies aériennes, où les pneus appartiennent à Michelin et nous on vend des atterrissages, ce qu'on appelle des nombres d'atterrissage. Alors ça pousse Michelin forcément à avoir des pneus qui durent le plus longtemps possible puisqu'ils nous appartiennent. Et donc ce modèle-là, on se dit c'est un modèle qu'on voudrait introduire aussi dans les pneus tourisme à l'avenir, surtout qu'on voit très bien se développer des modèles de leasing, de flotte, etc. dans le domaine du tourisme, et on se dit ça va finir par venir dans le tourisme, et donc de toute façon on a tout intérêt à faire des pneus qui durent le plus longtemps possible. Et puis en plus ça fait partie de la stratégie du groupe, qui a été clairement énoncée par notre patron, Florent Ménégo, c'est qu'il l'admet aujourd'hui, il dit notre activité elle n'est pas durable. Elle n'est pas durable dans le sens où, c'est ce que tu expliquais, on ne va pas pouvoir continuer à la faire telle qu'elle pendant des dizaines d'années. Et ça, le modèle durable, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous pouvez continuer à l'infini à le faire de la même façon. Et ça, ce n'est pas possible. Et notre modèle, pour qu'il soit durable, il faut qu'à la fois, il soit durable d'un point de vue P, profit, d'un point de vue P, planète, et d'un point de vue P, people. Et donc, il faut à la fois maintenir cet équilibre qui n'est pas facile à maintenir, entre le profit de l'entreprise pour continuer à investir, et puis le développement des personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi des personnes à l'extérieur, et puis aussi, bien sûr, le respect de la planète et de l'environnement, parce que sinon le modèle, il n'est pas durable. Merci beaucoup. Alors on change de... Pardon, je reprends le... Je pense qu'il marche. Mais... On change de secteur. On va parler maintenant du... Je regarde Vincent, du secteur du bâtiment, où là aussi les enjeux sont colossaux. Moi, je les formule un petit peu différemment, mais tu me corrigeras éventuellement. Moi, ce que je trouve assez frappant dans ce secteur-là, c'est finalement la tension ou le décalage entre la durée de vie des bâtiments. À un moment, on conçoit des bâtiments pour une fonction donnée, pour qu'on y habite, pour faire des bureaux, pour faire une école, pour faire ce qu'on veut. Mais compte tenu de la durée de vie de ce bâtiment, on ne sait pas si les besoins vont évoluer de la même manière. Donc en gros, les besoins peuvent évoluer beaucoup plus vite que la durée de vie des bâtiments. Donc ça crée un décalage auquel se rajoute finalement le fait que spontanément, en tout cas, le fonctionnement de nos sociétés occidentales jusqu'à présent, c'est plutôt quand on a besoin justement d'un nouveau bâtiment, on va plutôt aller en construire un et donc poursuivre la logique d'artificialisation. Et là, on est vraiment typiquement dans un modèle justement qui n'est pas durable et qui de toute façon va se confronter au-delà des limites écologiques, à des limites réglementaires, parce que notamment en France, il y a un objectif qui est de zéro artificialisation nette. On n'y est pas du tout, mais en tout cas, on garde l'espoir qu'à 2050, on réduise fortement l'artificialisation. Et donc, par rapport à cet enjeu, la question, c'est comment on peut apprendre, essayer de plutôt optimiser finalement les potentiels des bâtiments qui sont déjà là, qui sont peu utilisés ou mal utilisés, et comment on peut les rendre plus flexibles, plus modulables pour s'adapter justement à cette évolution des usages. Et donc là, c'est Vincent qui va nous en parler. Tu nous expliques un petit peu ce que tu fais chez Novaxia. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de ce secteur dont on entend parfois peu parler quand on parle d'obsolescence programmée. Et pourtant, tu l'as évoqué, c'est le déchet ou la ressource, selon les points de vue, qui pèse le plus le secteur du bâtiment. Si on regarde en surface, je vais vous parler des millions, des dizaines de millions de mètres carrés qui sont inutilisés et qui sont déjà là dans nos territoires. Et ce secteur-là, on ne le voit pas forcément sous l'angle de l'obsolescence programmée, et pourtant on pourrait le voir, et même on devrait le voir, surtout face aux enjeux de biodiversité qui ont été évoqués, aux enjeux de stop à l'étalement urbain qui ont été évoqués par la Convention citoyenne pour le climat, par la loi depuis désormais de plus en plus d'années. Et donc, il faut arrêter cet étalement urbain pour éviter cette obsolescence, justement, de nos territoires, de nos surfaces agricoles, de la nature en général. La bonne nouvelle, c'est que tout est déjà là. Il suffit de regarder autour de nous, à Paris, mais première, deuxième couronne de toutes les grandes métropoles françaises, à la seule échelle de l'Île-de-France, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides, structurellement vides. 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Ils ne vont pas s'écrouler, ils ne sont pas pollués, ils sont là. Ils sont là depuis quelques années, et on voit avec les tendances du télétravail notamment, de la conscience citoyenne pour le climat, qu'on ne va pas forcément aller mettre beaucoup de bureaux partout. Et donc, dans certaines zones, on a une ressource qui est déjà là, qui est le bureau vide. Ça existe depuis déjà de nombreuses années, et donc notre travail chez Novaxia,
c'est d'aller prendre cette ressource, ces bureaux vides, et de les transformer. Soit de les transformer en logements. Il y a une pénurie de logements extrêmement forte, donc à l'enjeu environnemental de l'étalement urbain, il y a l'enjeu social de pénurie de logements. Et cet enjeu-là, on peut en tout cas y apporter une réponse, c'est peut-être pas la seule réponse, mais on peut créer aujourd'hui plusieurs milliers de logements à partir de surfaces déjà artificialisées. Donc ça, c'était le premier point, c'est qu'on peut regarder une ressource qui est tout autour de nous, qui est le mètre carré déjà artificialisé. Et il y en a de plus en plus. Plus globalement, si on regarde l'obsolescence programmée, et d'ailleurs au sein du club de la durabilité, dont je me fais aussi le porte-voix, si vous connaissez des entreprises, n'hésitez pas à leur dire de regarder de plus près le club de la durabilité, parce qu'il y a plein de points de vue qui sont adressés. Et en écoutant Michelin, par exemple, sur l'économie de fonctionnalité, l'économie fonctionnelle de location de pneus, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour louer des bâtiments vides? Alors ça, on s'étonne un petit peu, on connaît tous nos loyers, mais en fait, on peut mettre en place ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire ou l'occupation temporaire. À partir du moment où on achète un bâtiment vide, avant de pouvoir le rénover entièrement, on peut déjà, lorsque les conditions sont réunies, le prêter même gratuitement. Et c'est pour ça que chez Novaxia, depuis désormais 7 ans, on a mis au capital de coopératives ESUS, donc entreprises solidaires d'utilité sociale, comme Plateau Urbain, qui louent ou sous-louent ou mettent à disposition gratuitement des locaux vides qui sont souvent en cœur de ville et qui bénéficient à des acteurs de l'impact social. On a aujourd'hui 13 occupations temporaires dans des bâtiments qui sinon auraient été murés et puis auraient attendu leurs travaux. Et donc dès qu'on achète, on essaie d'appliquer aussi cet autre principe de l'économie circulaire qui est d'augmenter la valeur d'usage, d'augmenter la ressource, le mètre carré artificialisé, en optimisant cette valeur d'usage, en le louant gratuitement. Ça, c'est une première chose. Une autre chose sur laquelle on peut agir, bien sûr, c'est l'éco-conception. Des bâtiments, tu l'as évoqué, durent longtemps, en moyenne 50 ans, mais souvent, ils vont devenir obsolètes parce qu'ils n'ont pas été conçus pour répondre à de nouveaux enjeux. Par exemple, on va faire un permis de construire bureau ou un permis de construire logement. Le plan local d'urbanisme va permettre soit l'un, soit l'autre, et il va être très difficile de construire un bâtiment qui est mixte, qui pourra évoluer en fonction des besoins du territoire. Ça commence à arriver en France, et c'est une très bonne nouvelle. On commence à avoir des premiers permis d'innover, notamment un à Bordeaux, où vous avez des bâtiments qui sont à la fois bureaux, à la fois logements, et donc ce sera beaucoup plus facile de les transformer plus tard, à la fois parce que techniquement, ils ont été conçus pour faire les deux, mais aussi parce que réglementairement, ce sera beaucoup plus facile. Donc l'éco-conception, ça passe aussi par adapter le bâtiment qui est là et qui est tout autour de nous. Éco-conception, économie de fonctionnalité, réemploi, réutilisation de bureau à logement, de bureau à bureau parfois, de logement à logement avec toutes les rénovations énergétiques qui sont extrêmement urgentes dans les logements anciens. Et puis recyclage. Alors recyclage, il y a le recyclage des déchets de construction. Et puis il y a le recyclage aussi de ce qu'on appelle le recyclage urbain, donc le recyclage de mètres carrés déjà artificialisés. Et pour répondre aussi à cette question, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, ce qu'on fait chez Novaxia, c'est qu'on a 2 métiers. On collecte de l'épargne de dizaines de milliers d'épargnants français qui ont la chance d'avoir à partir de 100 € d'épargne, qui investissent dans nos fonds, dont la mission, on se l'est j'allais dire infligé, mais en fait, nous, on est heureux de le faire, à être ZAN tout de suite. Donc, on a 0 étalement urbain. Chaque année, on mesure ça au mètre carré près. Donc, on collecte de l'épargne dans des fonds immobiliers de recyclage urbain. Et deuxième métier, on développe avec ces fonds des projets immobiliers dans toute la France désormais. Et ça commence, puisque nos problématiques en France sont les mêmes dans tous les pays européens. Désormais, on le fait aussi dans d'autres pays européens. Donc, on collecte de l'épargne et on développe des projets immobiliers avec toujours cette lutte contre l'obsolescence d'un secteur qui, pour plein de raisons, notamment du fait du modèle économique, il était très difficile pour lui d'adresser ces sujets-là, de lutte contre l'obsolescence de l'immobilier, du foncier déjà artificialisé. Donc moi, pour répondre à la question, j'ai plutôt des bonnes nouvelles, c'est que ça existe. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va sans doute pas assez vite, mais tout de même, il y a des modèles qui existent depuis des siècles. Regardez les bâtiments haussmanniens, ils s'adaptent très bien. Ça a été du logement, c'est devenu du bureau. Certains sont en train de redevenir du logement. Donc il y a des exemples autour de nous, ici à Paris. Il y en a plein d'autres
dans toutes les grandes villes françaises pour faire une nouvelle manière de faire de l'immobilier et pour arrêter l'étalement urbain, tout en contribuant aux enjeux sociétaux de lutte contre la pénurie de logements. Merci Vincent. Dernier secteur, celui du spatial, où là je vais peser mes mots, on ne va pas dire de bêtises en non-initié que je suis, mais où là aussi la manière dont je me représente l'enjeu, c'est qu'on est dans un secteur où la demande quand même a explosé depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, et donc c'est traduite par une multiplication des objets, notamment des satellites dans l'espace, avec finalement une question qui se pose plutôt récemment, qui est qu'est-ce qu'on fait des satellites en fin de vie et comment on gère la durabilité de tous ces équipements spatiaux qui sont tellement loin de nous que finalement c'est plus facile de les oublier, en tout cas du point de vue du grand public, et comment côté CNES finalement vous vous posez ces questions-là et comment vous essayez d'y répondre. Merci. C'est une vaste question, hein, n'est-ce pas ? Premièrement, le point qui est fondamental, mais tu l'as dit, hein, c'est qu'on cherche à accroître l'activité. Bizarrement, on n'est pas dans une politique de décroissance, on va essayer de se calmer, tout simplement parce qu'on a l'intime conviction que ce qu'on fait est absolument fondamental, stratégique pour nos vies quotidiennes. Hein. On sait que chacun d'entre nous, en moyenne, utilise 40 satellites par jour. Alors, c'est pas... par exemple, il y a l'exemple le plus célèbre, c'est au niveau de l'environnement. L'environnement de la Terre peut être défini, grosso modo, il y a des personnes nettement plus compétentes que moi, certainement, dans la salle, mais grosso modo, 50 paramètres. Hein, température, vitesse des vents, salinité, etc. Sur les 50, il y en a 29 qui ne sont accessibles que depuis l'espace. Donc vraiment, l'espace, c'est le premier vecteur qui permet déjà de comprendre la situation pourrie dans laquelle on est. Et donc, évidemment, nous mettons un point d'honneur à... Bientôt, on a un satellite dédié à la détection du méthane qu'on est en train de faire avec nos collègues allemands. On a un truc avec les Chinois sur les vitesses des vents au-dessus des océans, etc. C'est fondamental. Donc ça, premier volet, c'est on cherche à se croître. Secondo, c'est quand même un domaine au point de vue impact, pollution et autres, qui est quand même faible. C'est-à-dire il faut relativiser, évidemment. Donc, il n'y a jamais d'activité humaine sans pollution. Donc, je n'ai pas dit jamais, hein, ok ? Mais, bon, dans une année, on a peut-être 150 lancements. Ces lancements, bon, chaque lanceur, avec sa charge utile, fait 50 tonnes. Donc, je vous laisse faire la multiplication, 150 par 50. Okay. Mais par exemple, il y a un chiffre qui m'a toujours marqué, c'est les transports conteneurs en mer perdent en moyenne 10 à 15 000 conteneurs par an en mer. Okay. Et un conteneur, c'est 33 tonnes. Donc là, je vous laisse à nouveau multiplier 15 000 par 33. Hein, okay. Bon, c'est clair que le deuxième est beaucoup plus élevé. Et en plus, alors, les conteneurs, là, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Il y a des batteries, il y a peut-être des pneus, il n'y a pas que des bananes, c'est évident. Hein, donc, au point de vue pollution, c'est un sujet qui est fondamental, sur lequel réellement on travaille tous les jours. Les analyses de cycle de vie au niveau des lanceurs, j'en ai jusque-là, hein, parce que vraiment on fait tout systématiquement, que ce soit au point de vue des impacts en Guyane ou au point de vue de tous les cycles de production. La petite anecdote pour la Guyane. Quand on a fait le premier tir d'essai du gros booster d'Ariane 5, on s'est dit, oula, ouf, c'est moche ça comme truc, il y a un peu de chlore, il y a des trucs, on va perturber fortement la faune. Donc on avait planté des petites cages un peu tout autour avec des rats dedans, et donc quand on a de manière à voir, et donc quand on a fait l'essai s'est très bien passé, puis on est allé récupérer les rats un peu après, ils étaient tous crevés. Ah, mince, qu'est-ce qu'il y a ? Puis il y en a eu un quand même qui était plus futé que les autres, un humain, pas un rat. Ah oui, j'allais dire, vous avez demandé au rat. Qui est allé replacer une cage à peu près au même endroit, mais cette fois sans qu'il ait le tir. Et il est allé récupérer le rat le lendemain qui était mort, d'insolation, bien sûr. Et donc après, pour le tir d'après, on a mis des pions, on a mis des petites vermines locales qui ont très très bien tenu le coup. Hein, donc on avait, ce que vous dites, qui n'est pas forcément connu du grand public, c'est que donc il y a des impacts aussi sur Terre, des lancements dans l'espace. Absolument. Voilà. Il y a des impacts sur Terre au niveau, évidemment, comme mes petits camarades, là, au niveau de tout le cycle de production, hein, depuis le début. Donc nos fusées sont faites en aluminium, acier, carbone.
Puis après, les carburants, comburants, c'est souvent de l'oxygène liquide. Bon, là, il n'y a pas trop d'impact. C'est de l'hydrogène liquide. Alors, l'hydrogène, c'est formidable. Quand ça brûle, l'hydrogène plus oxygène, ça donne de la vapeur d'eau, c'est très bien et tout. Sauf qu'il faut le produire, l'hydrogène, d'abord. Et l'hydrogène, on le fait par craquage de méthanol. En plus, le méthanol, il vient, sauf erreur de ma part, il vient de Trinidad et Tobago en bateau. Enfin, c'est quelque chose qui est très sale, mais très limité au point de vue quantité de production. Donc, on est en train de changer, justement, ACV et tout le truc, on change complètement de carburant pour passer au méthane, qui bizarrement est beaucoup plus propre, notamment quand on le fait en biométhane. Et par exemple, à Kourou, on est en train d'établir 2 unités expérimentales encore de biométhane. Donc là, justement, de revalorisation des déchets, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple d'une action très prometteuse à l'avenir. Bizarrement, également, on va éviter les gros camions pour trimballer les étages d'un endroit à l'autre. On va passer avec des dirigeables. D'accord. Et au niveau des débris spatiaux, dont on parle de plus en plus, voilà, comment ça se passe? Comment vous anticipez ça? Comment on gère le stock et comment on anticipe Alors après, donc ça c'était le sol. Après, après des efforts désespérés, on arrive à placer quelque chose là-haut. Donc il y a une énergie folle, un mal de chien à lancer quelque chose là-haut. Et une fois que c'est là-haut, premièrement, ça tombe en panne. Alors ça tombe en panne. C'est pas de l'obsolescence. On n'a pas du tout d'obsolescence programmée. C'est juste de la panne sur le fait que, par exemple, les panneaux solaires cuisent dans l'ambiance, dans le vide, etc. Donc, au début de leur vie, ils ont 100% d'efficacité. Puis après quelques années, ça diminue. Et au bout d'un certain temps, ils n'ont plus que 30% d'efficacité. Donc là, c'est même pas une question on pourrait essayer de prolonger. C'est juste ils sont cuits. Donc, il faudrait les remplacer. Les remplacer, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des anciens? Pareil pour l'électronique. L'électronique intègre toutes les radiations autour de la Terre et se dégrade très fortement. Alors le problème de l'électronique, c'est ça marche, ah, ça marche plus. Et on le voit pas détecter, on n'arrive pas à le détecter. Donc on a 2 problèmes là qui sont qu'est-ce qu'on fait des satellites qui sont nominalement morts, c'est-à-dire ils ont fourni leurs bons et loyaux services et ils sont là-haut. Alors ce qu'on demande, c'est de les désorbiter, de les faire rentrer. Par contre, les faire rentrer, ça veut dire on les fait brûler dans l'atmosphère, il y a un impact dans l'atmosphère et on ne sait pas bien quoi en faire. Alors à nouveau, l'impact dans l'atmosphère, je ressors mes exemples de conteneurs, donc ça me donne une bonne conscience, mais c'est un vrai problème sur lequel on travaille. Puis après, il y a ceux qui sont en panne et qui restent bloqués là-haut. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, il faut comprendre que, évidemment, on a une réglementation très forte qu'on a mise en place depuis 1985, 92 IADC, on est passé à l'ONU, on a une pléthore de réglementations très bien partagées au niveau mondial d'ailleurs, parce que toute cette réglementation se fait par consensus mondial, chinois, Russie, etc., etc. Mais n'empêche, on n'arrive pas à ne pas avoir énormément d'objets qu'on laisse là-haut. Et une des raisons, par exemple, c'est vous avez un satellite, vous avez payé un satellite, c'est très cher, vous l'avez qualifié pour tenir 10 ans en orbite. Au bout de 10 ans, on vous dit « Ah, ça y est, c'est fini, il faut que tu le fasses redescendre. » Ah ouais, mais attends, il marche vachement bien, il fournit tout le service que je cherche à avoir, il reste encore plein de carburant, je demande une extension de 1 an. Alors on analyse tous les dossiers, etc. Ouais. Bon, d'accord, tu as droit à 1 an de plus. Au bout d'1 an, on doit revenir au CNES. Ouais, il marche toujours vachement bien, j'ai encore, etc. Je demande 1 an de plus. Quoi. Là, on l'accorde et 3 mois après, il tombe en panne. Or, si j'avais su, je serais rentré. Et du coup, il est là-haut. Et ça, c'est toute une philo sur laquelle on travaille qui pourrait consister à dire aux satellites à l'avenir, mais finalement, vous occupez pas de la fin. Mourrez là-haut, sans problème, et on ira vous chercher. Et donc, il y a toute une économie qui est en train d'essayer de se mettre en place, qui est la camionnette Darty, qui est pas de problème, je viens te re-remplir, pas de problème, je viens te désorbiter, pas de problème, je viens remplacer tes panneaux solaires par des nouveaux et tout. Et ça, c'est quelque chose, on appelle ça in-orbit servicing, le service en orbite. C'est quelque chose qui est très très prometteur et sur lequel on travaille. Et on y travaille réellement dans le but de diminuer la population orbitale. Ouais, 2 mots quand même sur la population orbitale. On a une croissance qui est absolument
inimaginable. Je veux dire, si j'avais vu ces courbes-là il y a 10 ans, c'était de la science-fiction, c'est évident, et qui est absolument pas sustainable, qui est absolument pas soutenable. C'est-à-dire, on a vu déjà, on a toutes les simulations, malheureusement, et très convergentes, très concordantes, montrant que même si on arrêtait le spatial demain, plus aucun lancement, plus aucune activité, plus rien, le nombre d'objets dans l'espace va continuer d'augmenter de façon exponentielle, juste par collision mutuelle en orbite de ce qui est déjà là-haut. Et là, alors on va peut-être pas arrêter tout de suite le spatial, mais donc on travaille sur comment va-t-on rechercher des choses, comment va-t-on éviter des collisions là-haut. Et c'est un sujet c'est un sujet qui est excellent pour plein de startups. Il y a plein de créativité là-dedans. On n'a pas toutes les solutions, donc je ne manque jamais de faire de la pub pour créer des startups. On vous soutiendra, évidemment, beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à la salle, je vous avais demandé un devoir. On va voir si vous avez fait votre devoir pour la table ronde. Donc, je voulais vous reposer une petite question. Alors, peut-être que du coup, vous pouvez continuer, Christophe, comme ça enchaînera bien avec ce que vous dites. C'est pour lancer aussi les échanges. Est-ce que, à titre personnel, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste concernant, alors peut-être la capacité de votre secteur, quand il y a un secteur, et puis Grégory plutôt concernant la capacité de l'humanité, on va dire, à lutter contre l'obsolescence. Enfin, en gros, est-ce que vous imaginez que votre secteur va réussir à faire face à ces enjeux? Puisque vous venez de dire, c'est une vraie question, je trouve. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas, quoi? Alors, sur tous les domaines de mes petits camarades ici, je ne suis pas compétent. C'est un sujet, c'est un sujet qui me passionne. Je regrette de ne pas avoir pris des notes là, sur les milliers les millions de mètres carrés, etc. C'est passionnant, c'est super. Regardez, mais je ne suis pas compétent. Donc, je ne peux que suivre. Par contre, sur mon domaine, malheureusement, non, je ne suis pas optimiste. C'est-à-dire, j'ai la fatuité d'avoir le titre de plus vieux débris en activité en Europe. Voilà. Et donc, je bosse là-dessus depuis 87. Et depuis 87, il ne se passe rien. Rien. Beaucoup de baratins, on parle, ça, c'est très bien. Et donc, il faut absolument qu'on réagisse très vite. Sinon, le spatial, sinon les orbites basses ne seront qu'un souvenir dans... oui, c'est ça. C'est que ça va menacer l'activité même, en fait. Absolument, mais l'enjeu. L'activité, on s'en fout. Ça va menacer nos vies. Nous aussi, bien sûr. Menacer nos vies. Quand on quand on détectera plus l'ouragan qui est en train d'arriver, etc. Voilà. D'accord, merci. Vincent? Bon, moi, j'y vois quand même un optimisme. C'est votre présence ici. C'est-à-dire que, quand même, ces sujets commencent à être abordés. Et bon, moi, je reste un petit peu optimiste quand même. Et en même temps, c'est vrai que c'est terrible de voir pour amener au secteur immobilier. À la fois, on peut imaginer, vous savez, cette planète dans 30 Ors, dans le livre Fondation de Asimov, où c'est une planète entièrement de déchets, où on ne peut plus vivre, et tout est dépendant de l'extérieur. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que même de cette planète complètement de déchets, on pourrait même plus s'exclure, puisque l'espace orbital serait lui-même un déchet. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a urgence à changer. Bon, je suis très optimiste sur la capacité du secteur immobilier à changer en fonction des contraintes qui lui seront données. Autrement dit, je suis réaliste, je pense, sur la capacité d'un secteur privé à s'auto-réguler. Par contre, quand il y a la loi pour climat et résilience, suite à la Convention citoyenne pour le climat, qui dit qu'il faut arrêter l'étalement urbain, c'est dur, mais le secteur change à une vitesse assez incroyable pour s'adapter à ça. Est-ce que le secteur lui-même aurait accéléré sans cette loi? Je ne suis pas sûr. Mais on voit cette loi, on voit de plus en plus des mouvements, je pense alors j'ai oublié le nom de l'ONG, Dernière Rénovation, qui est un mouvement écologiste de terrain, d'action, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc ça veut dire qu'on se spécialise dans les mouvements écologiques, y compris sur ce secteur-là. Et je pense qu'avec toutes les luttes environnementales, toutes les lois qui vont accompagner au niveau européen, au niveau français, je suis optimiste sur la capacité du secteur à évoluer pour s'adapter. Merci. Arnaud, côté mobilité?
Alors, à très court terme, moi, je suis très pessimiste parce que, de toute façon, vu les circonstances, vu les faits, vu ce qui est en train de se passer, ça donne pas. Enfin, c'est difficile d'être optimiste. Sur quel aspect, du coup sociétaux, environnementaux, on l'a encore vécu cette année et on le vit depuis pas mal d'années. Le GIEC, les rapports du GIEC, tout ça, on les prend dans la gueule en permanence. Et quiconque a fait la Convention des entreprises pour le climat ou la fresque du climat ou ce genre de truc, de toute façon, on sait qu'on va tous crever. Donc c'est un peu horrible. Et dans quel état on va laisser la Terre à nos enfants et surtout nos arrière-petits-enfants. Après, derrière tout ça, de toute façon, il y a deux choix. Soit on fait rien, soit on fait plein de choses. Et donc, il faut faire plein de choses. Et moi, je suis plutôt d'un tempérament très enthousiaste. Et donc, je me lève le matin pour tout transformer, tout changer. Je fais partie du club de la durabilité parce que j'y crois, parce que je fais partie de plein d'associations, plein de choses. Et puis, même dans mon métier, c'est un métier à mission. Le but, c'est de décarboner rapidement, d'aider à décarboner d'autres choses aussi, de participer à quelque chose qui doit être systémique. Aujourd'hui, on a publié une tribune avec pas mal d'autres acteurs sur l'économie circulaire qui est parue dans Le Monde. Il ne faut pas lâcher, même si on peut croire que c'est vain. De toute façon, moi je suis optimiste parce qu'il est évident de toute façon qu'il faut changer. On va trouver des solutions. Il faut les trouver non pas que dans 30 ans ou 40 ans, parce qu'il ne faut pas s'en préoccuper dans 40 ans, il faut s'en préoccuper maintenant. Et donc j'ai quand même, et on peut le voir autour de nous, il y a plein d'exemples qui montrent qu'il faut être optimiste. Donc on a raison de croire qu'on peut être optimiste parce qu'on a la volonté de le faire. Merci. Peut-être Cyril, juste pour terminer la mobilité, le tour. Grégory, le mot de la fin, il a commencé, donc il termine. J'avais déjà réfléchi en disant je vais finir sur une note optimiste. C'est mort. Dommage pour vous. Non, effectivement, je pense qu'on est tous pris dans un monde qui est quand même assez sombre. Mais moi, par nature, je suis fondamentalement optimiste et je pense qu'il faut y croire. Moi, j'ai vu énormément de très très belles choses venir de start-up. Et c'est pour ça d'ailleurs que Michelin s'est associé avec beaucoup de start-up, parce qu'on peut aider justement, grâce à notre expertise industrielle, à passer de petits démonstrateurs à de la grande échelle. Et c'est pour ça que je pense que les grands industriels ont aussi un rôle très très important. C'est d'aider les petites sociétés, les petites start-up à construire des modèles qui seront viables à grande échelle. Et moi, en tous les cas, dans notre secteur, moi, je suis assez optimiste sur la capacité qu'on aura à transformer notre façon de faire, nos business models, pour avoir des produits plus durables, qui auront beaucoup, beaucoup moins d'impact sur l'environnement qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Et voilà, moi, je suis optimiste parce que je vois des grands changements se produire et un vrai mouvement. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi. Je pense que le Covid a été un changement radical dans la perception que les gens avaient aussi du monde autour de nous. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit s'accélérer les choses et que je reste naturellement optimiste. Merci. Et Grégory, donc ? Moi, je ne me pose pas la question en termes d'optimisme ou de pessimisme, parce que dans les deux cas, il y a la notion d'attentisme, et c'est-à-dire qu'on s'en réfère à d'autres, à autre chose. Esperare, c'est attendre en latin. En revanche, pour ce qui est de notre effort volontaire d'atténuation de notre impact, ça me paraît très compliqué. On voit que globalement, on n'y arrive pas. Les COP, au fur et à mesure des COP, on est incapable de baisser nos émissions de CO2. Après, le deuxième objectif, c'est s'adapter au monde qui vient. Et là, je pense que on va le faire par la contrainte. On n'aura pas le choix, c'est une question de survie. Et je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises, notamment au niveau de la conscience écologique. Il y a les jeunes qui nous poussent énormément. Et je pense qu'à un moment donné, il peut y avoir peut-être un sursaut, un réveil, et qu'on va se dire, en effet, pour s'adapter, il faut qu'on réduise. Mais il ne faut pas qu'on réduise pour réduire, parce que ça, on a une partie de notre cerveau qui nous pousse à vouloir toujours plus. C'est de la survie immédiate. C'est comme ça qu'on est arrivé là où on est. Mais en revanche, il faut qu'on s'adapte. Et c'est la loi, c'est l'évolution des espèces. Celles qui ne se transforment pas, qui évoluent pas pour s'adapter, disparaissent. Il est tout à fait possible qu'on disparaisse aussi, en tant qu'espèce. Est-ce que c'est bien grave ? La question qu'il faut se poser, c'est surtout dans le laps de temps où on a nos enfants sur Terre, nos petits-enfants, c'est quelle vie ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont avoir une vie de souffrance
ou est-ce qu'ils vont avoir des moments de joie? Et notre responsabilité à nous, c'est faire un maximum, c'est d'essayer tout ce qu'on peut, je pense, mettre toutes nos forces dans la bataille pour que ça soit possible. Et le secrétaire général de l'ONU disait, maintenant, c'est coopérer ou mourir. Bon, donc moi je veux pas, vous voyez, ma pire excuse, on a lancé une campagne, la pire excuse qu'on pourrait donner. Tu n'en as pas parlé, tu peux en dire. Non, mais bon, moi j'ai même pas essayé, voilà, je veux surtout pas dire à mon fils, j'ai pas essayé, j'ai même pas essayé. Donc voilà, je pense que tout l'enjeu c'est d'essayer au maximum tout ce qu'on fait, et puis on verra ce que ça donne, Inch'Allah. Et ben voilà le mot de la fin, Inch'Allah. La parole est à la salle, est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport aux différentes interventions? Il y a une question au fond. Je ne sais pas, le micro, c'est lequel du coup? Oui. On en a presque. Je pense qu'en fait, ouais, c'est celui-là. Bonjour. Donc, merci pour toutes vos interventions. J'ai une petite question. J'entends beaucoup parler donc, potentiellement de régulation, de solutions technologiques. Et je me demande, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? Est-ce que finalement, le problème qu'on essaye de résoudre à l'extérieur de nous ne vient pas de problèmes qu'on n'a pas résolus à l'intérieur de nous, de problèmes d'inconscience, d'ignorance et notamment de cupidité? Et j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'on en parle finalement très peu. On est très penché sur les problèmes extérieurs et très peu sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pendant qu'il réfléchit, je réponds. En l'occurrence, moi, j'avais regardé un tout petit peu ça sur le, je sais pas si vous entendez, sur l'aspect vraiment le fonctionnement du cerveau humain. C'est assez intéressant en fait. Tout ça, il y a plein de recherches à la fois sur les biais cognitifs humains, etc. Et il y a des travaux d'anthropologues et de psychologues sur comment fonctionne notre cerveau. Et moi, j'en ai retenu deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on a un espèce d'instinct, de penchant instinctif à l'accumulation. On a besoin d'accumuler parce que c'est un instinct de survie qu'on a gardé de fort longtemps, de se dire je ne sais pas quand je vais avoir mon prochain repas, je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver de la nourriture notamment, et donc on a gardé ce biais-là, enfin cet instinct-là qui n'est plus utile dans nos sociétés où on n'est plus dans cette urgence de trouver de la nourriture notamment, mais on l'a gardé et on l'a complètement au contraire déformé, extrapolé, et en fait parce que quand on accumule, quand on garde des choses, en fait ça procure un sentiment de plaisir et de satisfaction. Et donc, on a au contraire beaucoup développé cet instinct-là qui explique en partie pourquoi on a besoin d'accumuler des objets, etc. Et alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez fondamental. Et le deuxième constat de ces travaux-là qui va à l'inverse dans l'autre sens, c'est de dire au bout d'un moment, au bout d'un certain stock finalement de biens matériels, en fait, notre niveau de bonheur, justement, il stagne, voire il diminue. Et donc, effectivement, ça pose la question de est-ce qu'on est capable d'identifier ces seuils-là et de se dire à partir des besoins un peu fondamentaux, de retrouver un peu ces questions, ces seuils de besoins fondamentaux à l'échelle individuelle et collective et de se réorganiser autour de ces seuils-là. Mais bon, c'est très utopique. Mais en tout cas, je trouve que c'était intéressant ces apports de la psychologie. Voilà, je ne sais pas si vous avez le temps de réfléchir entre-temps. Qui veut réagir? Vincent? Pour aller dans ce sens, en ce qui concerne l'immobilier par exemple, c'est vrai qu'il y a des biais ou en tout cas des valeurs qu'il va falloir changer petit à petit. Par exemple, avoir son grand projet qui marque le territoire. À partir du moment où on dit qu'il y a des mètres carrés vides qu'on peut transformer, peut-être que ce qui sera beau, bien, c'est justement d'avoir réhabilité dans la nuance sans forcément avoir mis et incarné dans la pierre une volonté. Donc, enfin, ça, on le voit. Et une autre chose, c'est le changement culturel. Je prends l'exemple de l'occupation temporaire dont j'ai parlé. Ces mètres carrés, ils sont déjà vides. C'est-à-dire que si tout le monde coopérait aujourd'hui, on pourrait mettre comme ça à disposition gratuite des millions de mètres carrés. Pourquoi ça ne se passe pas? Et moi-même, j'ai encore du mal parfois à savoir pourquoi. L'une des raisons, je pense, c'est culturellement, le monde de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, discute peu, et l'inverse est vrai, avec un autre secteur. Et donc, si on veut faire différemment, il faut que les deux secteurs arrivent à se parler. Et culturellement, ça demande peut-être de bouger un petit peu d'où on est pour aller vers l'autre. Et je pense que des deux côtés, on peut y arriver. Mais aujourd'hui, vous avez des millions de mètres carrés vides, encore une fois, et j'en reviens toujours pas, donc j'en parle toujours. Mais on est vraiment là dans l'aspect culturel. Et pour parler avec certains acteurs qui détiennent des mètres carrés vides,
eh bien, il y a une peur en fait, et une peur de travailler avec ces acteurs. Et à l'inverse, il y a des fois une peur aussi de travailler avec des acteurs privés d'ailleurs, ou publics parfois, qui ont ces mètres carrés. Donc le mot de coopération a été évoqué, et je pense que là on peut faire beaucoup de choses très facilement. Voilà. Alors, moi, je viens de l'industrie automobile. On a, je pense, dans chacune des industries, chacune a fait des efforts pour réduire son impact environnemental. Mais alors, je pense que ça fait un lien avec ce qui a été dit sur l'effet rebond sur la table ronde précédente. Mais du coup, en termes d'usage, chacune des industries n'a pas essayé d'éduquer aussi ses utilisateurs, ses clients à moins consommer ou à se passer quelque part, on pourrait dire que c'est se tirer une balle dans le pied, mais quelque part, il n'y a pas des nouveaux modèles économiques aussi à trouver. Donc vous parliez du coup à faire plutôt de la réhabilitation que de la construction de nouveaux bâtiments, mais est-ce qu'il y a des réflexions aussi là-dessus dans chacun de vos secteurs ? Donc votre question, elle porte plutôt sur les nouveaux modèles économiques plus durables, c'est ça ? Je pense qu'en fait, quand on regarde finalement dans la mobilité, les modèles ont changé quand même, parce que on voit que dans le monde de l'automobile en particulier, on est passé d'un modèle où les gens voulaient absolument avoir leur propre voiture. Et quand on voit aujourd'hui les jeunes, en particulier ceux qui habitent dans les villes, parce qu'il faut aussi avoir les conditions en place, mais pour les jeunes qui habitent dans des grandes villes, ils ont à disposition des scooters, des vélos, du transport en commun, etc. Et donc ils sont forcément pas attachés autant à la voiture que on aurait pu l'être, je vais dire, dans une autre génération. Donc ces modèles-là changent. Ils évoluent, on voit que la propriété de la voiture via les contrats de location longue durée, etc., ça évolue aussi. Alors c'est vrai que dans le domaine du pneu, en tous les cas, pour l'instant, dans le domaine de l'automobile, c'est pas encore un modèle qui est accepté par les consommateurs. Donc soit effectivement la voiture ne leur appartient pas et les pneus non plus. Là on passe par des flottes, mais quand ils ont leur propre voiture, les gens n'ont pas encore forcément ni la volonté ni l'envie d'avoir des pneus qui sont pas eux. En fait. Alors que quand on s'adresse à des grandes flottes de voitures, c'est pas du tout un problème en fait. Donc ces modèles-là, ils changent, mais ils changent doucement. Voilà. Et puis après, il y a aussi les contraintes qui sont liées au fait que dans certains cas, les gens n'ont pas le choix. Quand vous n'êtes pas dans une grande ville, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir une voiture disponible à côté ou un vélo ou quelque chose. Donc la propriété de la voiture, elle n'est pas forcément une volonté, mais une nécessité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... En modèle coopératif, dans la mobilité, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le mobility as a service. Donc c'est le fait de partager des flottes ou de partager des véhicules. Il faut savoir quand même qu'un véhicule est en majorité 95% du temps statique, soit sur une place de parking, soit devant le bureau, soit dans un parking souterrain. Donc pendant ces 95% de temps, on pourrait peut-être les partager. Et d'ailleurs, les jeunes, c'est certains même qui n'ont même pas le permis, ils prennent des véhicules qui n'ont pas besoin de permis, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller à 180 km/h pour montrer que le monde va, qu'on fait le tour du monde rapidement. On a besoin de se mouvoir quelques kilomètres, on a besoin d'avoir de plus en plus de véhicules partagés. Donc oui, la coopération, elle se fait. Il y a des applications qui aident à ça. Donc c'est une sorte d'innovation qui permet aussi une sorte de sobriété en utilisant un véhicule plus pour pas qu'il soit juste là à rien faire. Et c'est incroyable. Vous vous rendez compte, 95% du temps, un véhicule est statique sur une place de parking. Donc il prend en plus de l'espace dans une ville qui a besoin d'espace. On pourrait même construire des immeubles à la place de mettre des voitures qui ne servent à rien. Donc tout ça, on y contribue. Il faut qu'en plus ça soit décarboné, il faut que ça soit, et d'avoir moins de véhicules, ça décarbone aussi. Et c'est une bonne chose. Donc la coopération, elle existe de plus en plus, même si rien n'est parfait, parce qu'il y a vraiment une distorsion entre les campagnes et les villes. C'est plus compliqué de mettre des métros en Lozère qu'à Paris. Donc du coup, il faut trouver des solutions. Et en plus, il faut trouver des solutions économiques, parce qu'il n'y a pas que la solution avec des Tesla. Le monde ne vivra pas qu'avec des Tesla, même si elles sont sans émission, ces véhicules. C'est des véhicules qui valent très cher, qui sont 95% du temps statiques.
Donc à quoi ça sert d'acheter un truc 100 000 € pour le mettre Donc il faut des solutions économiques. Et nous, on essaye de faire des solutions économiques et qui sont de plus en plus partagées. J'ai aucun problème à me dire. Si demain, ma boîte doit arrêter parce qu'on a décarboné, qu'il y a de moins en moins de véhicules et que tout le monde va mieux, je serais bien content de ne plus avoir d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, merci. Juste un petit aparté, la Tesla, elle n'est pas seulement pas économique, elle n'est pas écologique non plus. Parce qu'on voit la masse de ces véhicules-là à transporter, la taille des batteries pour l'usage qu'en effet, c'est pas écologique non plus. Bon, je referme la parenthèse. Ma question portait plutôt sur le titre de l'atelier, donc l'obsolescence de la planète Terre. Ça me fait penser aux limites planétaires, évidemment, de l'Institut de la résilience de Stockholm, qui a été présenté tout à l'heure par rapport au Club de la durabilité. Et je m'interroge dans vos organisations, comment vous abordez cette question-là, puisqu'on sait très bien que faire mieux qu'aujourd'hui, on peut progresser, mais ce n'est pas forcément suffisant pour s'inscrire dans une dimension de soutenabilité forte. Et les limites planétaires, c'est une façon de dire, si on respecte ces limites, on reste dans un espace habitable pour l'humanité. Donc comment vous vous appropriez ces questions de limites planétaires à l'échelle des efforts que vous faites pour savoir si vous vous situez dans le bon espace ou si, malgré tous vos efforts, vous êtes en dehors de l'atteinte de rester dans ces limites planétaires? Ouais, c'est une question qui n'est pas facile, parce que de fait, elle ne donne pas lieu encore à des objectifs contraignants. Enfin, autant sur les émissions de GES, on a la neutralité carbone. Sur la question de la consommation de ressources, on n'a pas de limites qui sont imposées. Enfin, cette notion de limite planétaire, elle n'est pas incarnée ou déclinée au niveau des secteurs. Mais je vous laisse réagir. Alors par contre, sur cette question-là, pour une fois, je suis optimiste. Parce que dans mon petit domaine, je ne vois jamais un projet, une idée, une boîte, une start-up, etc., qui ne prône pas, en gros, attention, sustainability, environnement, et qui le décline de façon concrète. C'est-à-dire, c'est le premier chapitre, avant même de dire à quoi va servir leur boîte, ils commencent d'abord par démontrer qu'ils sont clean. Et ça c'est bien. Et ça, c'est une révolution par rapport à il y a 10-15 ans, ou voire même moins. Pour compléter de notre côté, on essaye de faire de manière contrainte à nous-mêmes, par notamment l'interstice de la loi, en devenant entreprise à mission par exemple, en se fixant à nous-mêmes des objectifs. Je l'ai évoqué par exemple de l'étalement urbain, de lutte contre l'étalement urbain. Donc on s'est fixé nous-mêmes cet objectif. Et donc statutairement, désormais, juridiquement, on est audité sur ce sujet-là. Non seulement on le dit et on communique dessus, mais en même temps, on a dit que c'était un engagement très fort. Un autre moyen qui est appliqué aujourd'hui par de plus en plus d'acteurs, c'est le conditionnement d'une part variable du salaire à des objectifs environnementaux et sociaux. Ça fait désormais plus de 6 ans qu'on fait ça, notamment sur l'occupation temporaire que j'ai évoquée. C'est l'un des exemples, il y en a plein d'autres. L'ensemble de tous les collaborateurs, de la personne qui vient d'arriver jusqu'à la direction, et on mesure, par exemple, le nombre d'occupations temporaires qu'on fait dans les bâtiments qui sont vides, dans lesquels on aurait pu faire quelque chose. Et là, tout le monde s'y met. Alors, tout le monde est engagé en se levant le matin, et après, c'est vrai qu'il y a la routine qui s'installe. Un comptable, une personne des ressources humaines, tout le monde dans une organisation peut avoir un rôle, par exemple, sur ce petit sujet de l'occupation temporaire. Et donc, on conditionne un tiers du salaire variable à des objectifs environnementaux et sociaux. Et c'est vrai que ça accélère encore plus. Une autre chose, c'est de prendre en compte la science. Et donc, par exemple, quand on dit rénovation énergétique des bâtiments, eh bien, on regarde avec des organismes indépendants qui mettent sur des trajectoires climat 1.5 et qui regardent les consommations énergétiques du bâtiment et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment les mettre sur une trajectoire bas carbone. Et donc, on voit les chiffres. On est honnête aussi, puisque ces organismes sont honnêtes et donc montrent les efforts à fournir. Et on voit que c'est difficile, notamment si on agit sur des bâtiments qui sont anciens. Mais donc, une troisième manière, c'est de se baser sur des organismes qui font très bien ça, qui mesurent, et de mettre en place les actions au regard uniquement de ces fameuses science-based targets, donc ces objectifs basés sur la science, qui sont aujourd'hui mesurés par différents organismes. Donc ça, c'est un troisième levier. Et puis un dernier, c'est de s'appliquer, je rejoins ce que vous disiez, à soi-même jusqu'au siège social, l'ensemble de ce qu'on dit dans les autres bâtiments. Donc par exemple, on a décidé de s'installer dans un siège qui sera ouvert 24 heures sur 24 et qui a été conçu pour être à la fois un siège social et en même temps un espace ouvert à des associations solidaires gratuitement toute la semaine, y compris le soir et le week-end.
Donc c'est très difficile, mais on a montré que c'était possible. Donc voilà, on essaye jusqu'au dernier mètre carré de dire que c'est possible. Moi, je vais être très court, mais dans l'automobile, donc c'est extrêmement polluant. Il y a beaucoup de choses à recycler et à mettre limite, enfin, après la casse, à recycler au maximum. On en parlait des batteries. Nous, chez nous, on a une démarche qui est assez incroyable. C'est que, en fait, moi, je ne me considère pas comme un groupe automobile. Je suis un groupe d'upcycling. Parce qu'en fait, mon job, c'est de faire en sorte que, et c'est inscrit dans ma mission d'entreprise, que je fasse des mobilités éternelles. C'est-à-dire qu'un châssis, s'il peut durer 1000 ans, peut-être pas exagéré, mais peut-être. Il faut faire en sorte qu'on puisse l'updater, l'upgrader en permanence, de manière à ce qu'il continue à être fait. Les bus de la RATP peuvent durer des années supplémentaires. L'objectif, c'est de toujours pouvoir proposer une solution technologique plus intéressante, meilleure aussi, de faire en sorte que ça communique. Parce que quand on parle d'une voiture électrique, pour moi, une voiture électrique, c'est plus une voiture. En fait, ce sont des batteries qui peuvent avoir plein d'usages et qui peuvent faire beaucoup d'économies, qui peuvent faire aussi éviter qu'il y ait la déperdition d'électricité, parce que quand elles seront toutes connectées, on peut soulager et ne pas avoir à construire un réacteur nucléaire supplémentaire ou des centrales à charbon, parce qu'en étant tous connectés, on partage. Donc c'est aussi la coopération d'efficacité énergétique. Et en fait, c'est vraiment le travail qu'on a, c'est de faire de l'upcycling, de l'upcycling, de l'upcycling. C'est plus que du recyclage, c'est ce qu'on appelle en France du surcyclage. Et je suis très fier, moi, de porter ce mot-là en permanence, parce que j'ai très envie d'accompagner tout au long de sa vie du véhicule, de l'accompagner avec des nouveautés technologiques qui sont intéressantes et qui ne sont pas non plus inutiles. Et donc, c'est vraiment ma mission, c'est de faire en sorte qu'on ait un upcycling permanent, un upgrading permanent, de manière à éviter du gâchis. Alors nous, notre secteur, c'est le service aux entreprises, aux collectivités dans l'environnement. Donc je ne vois pas trop comment je peux calculer ça pour mon entreprise, sachant qu'on travaille de chez nous, on prend que les transports en commun. Donc moi j'ai un peu de mal à répondre à ta question. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler de ces limites planétaires chez tous nos clients. Donc déjà, on essaie de leur faire prendre conscience de ça et on essaie de les faire travailler sur comment évoluer pour baisser leur impact et s'adapter. Donc moi j'ai un peu de mal à répondre à ta question. Je passe. Alors je crois que la question, la réponse n'est pas simple. En fait, de calculer les limites planétaires, c'est toujours compliqué. Et c'est pour ça que finalement les engagements, ils sont un peu à l'inverse. C'est-à-dire en fait combien on peut recycler, combien on peut renouveler de choses au maximum. C'est-à-dire éviter d'aller chercher des matières premières nouvelles. Je vais donner quelques exemples sur les chiffres que j'ai donnés. Par exemple, pour faire du styrène qu'on met dans les pneus, aujourd'hui, ça vient du pétrole exclusivement. Demain, en utilisant du styrène recyclé, rien que le groupe Michelin serait capable d'absorber 42 milliards de pots de yaourt. L'équivalent de 42 milliards de pots de yaourt. Sachant qu'en France, on consomme 18 milliards de pots de yaourt chaque année. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un gisement énorme, finalement, de matières qu'on peut aller chercher pour éviter d'aller chercher d'autres matières sur la planète. Alors, tous ces chiffres-là, c'est 40% d'engagement du groupe, ça fait partie des engagements, ça fait partie du dashboard qu'on suit régulièrement, nous, avec le comité exécutif du groupe. Donc, jusqu'au plus haut niveau, tout le monde est engagé. On a même maintenant un directeur des programmes matériaux durables dans le groupe, qui pilote toutes les activités, parce que c'est compliqué. Quand je vous parle de pots de yaourt, pourquoi Michelin est dans les pots de yaourt? Nous, on ne connaît pas les systèmes de collecte, on ne connaît pas les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Et donc, on a créé des consortiums dans différents domaines pour animer en fait, le travail autour de ça, c'est-à-dire en fait, créer la chaîne de valeur. Voilà. Donc, en fait, nous aussi, on a des SBTI, on a les Science Based Targets, et on a pris des objectifs ambitieux qu'on va suivre au niveau groupe et qui font partie des choses qui sont publiées régulièrement aux investisseurs aussi. Voilà. Donc c'est notre façon d'y répondre, c'est de prendre plutôt le problème à l'envers et de se dire comment en supprimant finalement toutes les matières que j'extrais de la planète et en les recyclant les pneus aussi en fin de vie. Et puis dernier point aussi, c'est que notre rêve, c'est un pneu qu'on n'usera plus en fait. Et c'est un pneu qu'on avait montré en 2017, qu'on avait appelé Vision, parce qu'on n'était pas très imaginatif ce jour-là. Et on s'est dit comment on pourrait créer finalement un pneu qu'on n'use plus, mais qu'on viendrait recharger au fur et à mesure. Voilà. Parce que du coup, on est capable, la recherche a tellement progressé qu'on serait capable de créer des structures qui duraient comme un châssis de voiture, qui duraient comme on le fait aujourd'hui en poids lourd. On est capable de faire des pneus qui font plus d'1 million de kilomètres. D'accord ? Donc en tourisme, on pourrait le faire aussi.
Simplement, aujourd'hui, on est limité par la quantité de gomme qu'on peut mettre sur un pneu à cause des contraintes d'efficacité énergétique. Donc plus vous mettez de la gomme, plus ça chauffe, et plus vous dépensez d'énergie pour faire tourner le pneu. Donc le cercle, il n'est pas vertueux. Alors que si vous dites, je mets qu'un tout petit peu de gomme pour faire 6 mois, et au lieu de 4 ans par exemple, ou 5 ans, et en fait vous venez recharger vos pneus tous les 6 mois, bah, finalement on est dans un modèle complètement différent. Et là on est dans une économie fonctionnelle, de fonctionnalité, qui rend service aux consommateurs et qui rend service aussi à la planète. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, Laetitia, ou est-ce qu'il y a une dernière question en 2 minutes? Non? Bon, alors il me reste à vous remercier, tous les 5. Et puis merci à vous.